Merci Laurence, et on prend donc le relais avec l'édition de l'emploi du jour. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Les étudiants infirmiers ont repris leurs cours lundi. Ils sont près de 500 à suivre leurs études à l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers de Nancy, implanté à l'hôpital central. Pour parler de ces cursus, nous recevons Véronique Pierson, qui est directeur des soins à l'IFSI. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, qui peut intégrer l'IFSI ? Alors, de préférence, les candidats qui sont en terminale ou les bacheliers qui ont déjà obtenu leur bac dans les années précédentes. Tous ces gens doivent passer par le biais d'un concours. Donc, concours qui va se dérouler avec 3 épreuves, 2 épreuves écrites qui vont constituer les épreuves d'admissibilité. Et si ces étudiants ont obtenu 10 de moyenne à l'ensemble de ces épreuves, ils seront convoqués pour un entretien oral auxquels ils devront également obtenir la note minimale de 10 sur 20 pour être classés. D'accord. Alors, quelle est la durée de ces études et combien y a-t-il d'étudiants par promo ? Alors, cette année, ils sont 160 étudiants par promotion. D'accord. C'est un chiffre qui est déterminé par le Conseil régional en fonction des quotas régionaux que le gouvernement nous donne. Et pour toute la région Lorraine, 1400 étudiants entrent en formation chaque année. D'accord. La durée des études, donc ? La durée des études, 3 ans. D'accord, d'accord. Et ce concours d'entrée, effectivement, il est difficile quand même Eh bien, pour cette année, nous avions 900 candidats pour le concours et 160 pourront entrer à l'IFSI. D'accord. Donc, ça fait une sélection quand même relativement forte. Ouais. Très bien. Vous restez avec nous. Notre équipe a suivi la tournée de Stéphane. Il est infirmier libéral à Chavigny, près de Nancy. Il est emmené à accomplir de nombreux actes, des prélèvements sanguins aux soins post-opératoires. Les journées de l'infirmier commencent tôt et finissent tard. Mais cela ne s'arrête pas là. Stéphane remplit aussi un rôle social et humain très important auprès de ses patients. Reportage de Didier Vincenot et de Jean-Pierre Petit-Colas. Monsieur Thomas, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. On va faire la prise de sang aujourd'hui. C'est de la vedette pour aujourd'hui alors? Oui. C'est vous la vedette, oui? C'est jamais un plaisir de se faire piquer. Ça va? Ça va, oui. Ça va être fini. C'est pas pire que les autres jours. L'infirmier surveille également l'évolution des plaies et change les pansements. Ça ira? Ça ira. Bon, ça devient bon quand même, hein? Oui. C'était pire que ça auparavant. Stéphane est un lien important entre les patients et professionnels de santé. Entendu, Au revoir, ce soir. On travaille en partenariat avec les médecins, mais il y a une prise en charge qui est globale du patient. Et ce patient-là, il n'a pas forcément des problèmes de santé, il peut également avoir des problèmes sociaux, des problèmes pour se faire à manger, pour entretenir son logement, pour assurer ses soins d'hygiène. Donc c'est un peu l'infirmier qui est au centre de tout ça, qui va faire appel aux différents professionnels et qui, avec l'accord du médecin, va mettre en route l'intervention de différents intervenants. Outre la centaine de kilomètres effectués chaque jour, la profession implique une grande amplitude horaire de 6 h du matin à 21 h en moyenne. Ouais, je lui ai dit qui vous rappelle. Et c'est vrai qu'il y a le travail planifié, puis il y a tous les petits à côté, les appels téléphoniques, les petits imprévus qui viennent plus ou moins perturber la journée. Donc on s'adapte à ce qui va nous tomber dessus en fait. Madame Henri? Bonjour, c'est Stéphane. Bonjour, bonjour. Ça va? Bonjour, monsieur, oui. Une telle disponibilité ne s'improvise pas. On parle forcément de vocation. Merci. Vous avez besoin de quelque chose? J'ai toujours aimé être auprès des autres, leur venir en aide. Vous buvez pas plus? Non. Faut boire par ces temps-là. Mais c'est pas... Oh. Même quand on n'a pas soif. Hein. On en retire une certaine reconnaissance et on sait pourquoi on exerce ce métier-là. On a une reconnaissance au quotidien. Au revoir. Allez, bonne journée, au revoir. Merci de même. L'infirmier peut aussi exercer en milieu hospitalier, centre médico-social, collège, lycée et entreprise. Salut Stéphane. Comment allez-vous? Bien. Entrez. On a donc parlé du concours d'entrée à l'IFSI, mais il y a également d'autres voies d'accès. D'autres voies d'accès pour des aides-soignantes qui auraient déjà exercé pendant 3 années leur formation, leur métier. La même chose pour les auxiliaires de puériculture ou
elles vont avoir à passer un examen écrit sur une seule épreuve de 2 heures et n'auront pas d'entretien à passer. Elles seront dispensées durant la première année de formation de certaines unités d'enseignement et du premier stage au regard du cursus qu'elles ont déjà suivi. D'accord. Alors, on va insister vraiment sur les qualités qu'il faut posséder pour exercer ce type de métier. Eh bien, c'est un métier sur lequel il faut de grandes qualités humaines dans le domaine de l'écoute, dans le domaine de l'aide, dans le domaine du travail en équipe, dans le domaine de l'éthique, dans des domaines qui vont permettre à l'infirmière de jouer son rôle de chef d'orchestre, parce que généralement, c'est la personne qu'on va trouver au maximum dans des milieux hospitaliers où elle va être présente pendant les 24 heures où le patient va être hospitalisé. Et c'est elle qui va permettre que tout le système de santé se monte autour de la prestation qu'elle aura donnée et de coordonner les différents intervenants qui vont venir au chevet du patient. Bien sûr. Alors, un mot sur la formation. Comment elle est répartie exactement? Alors, la formation, elle se répartit en 4200 heures qui sont sur 3 années de formation réparties en 6 semestres. Chaque année de formation permet d'obtenir 60 crédits et un diplôme d'État correspond en 180 crédits européens, ce qui correspond à un niveau de licence. D'accord. Donc chaque infirmière, durant son année de formation, aura fait 2100 heures de stage et 2100 heures de formation théorique. Un mot sur les débouchés, là où peuvent s'orienter. Alors les infirmières, comme le disait le reportage, peuvent exercer dans de nombreux milieux. Majoritairement, elles exercent en milieu hospitalier, mais on peut également en trouver dans le secteur privé, comme nous l'avons vu là, infirmière libérale. On en trouve dans les entreprises, on en trouve dans les écoles, on en trouve en humanitaire, on en trouve à l'armée. Différentes possibilités sont offertes, aussi bien dans le domaine du soin curatif, dans le domaine du soin préventif. Et les débouchés sont multiples. Mais justement, ça a changé. On a longtemps parlé de pénurie de personnel. Ça a changé, hein, oui, y compris en Lorraine. En Lorraine, où on a de nombreuses restructurations hospitalières en ce moment, effectivement, eh bien, on a moins besoin d'infirmières, avec des infirmières aussi qui, avec l'âge de la retraite reculant, sont restées travailler plus longtemps. Donc, effectivement, les débouchés à l'heure d'aujourd'hui sont moindres. Et pour nos étudiants, il est plus difficile de trouver un emploi directement à la sortie de l'IFSI dans une structure qui va les employer définitivement. Et il ne faut pas hésiter à être mobile alors. Il faut être très mobile et puis il faut avoir aussi savoir accepter des contrats temporaires et pouvoir aller dans différentes structures. D'accord, très bien. Bien, merci beaucoup Véronique Pierson pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi. Et on retrouve Francis Claus du Pôle emploi Lorraine qui est avec nous par téléphone. Bonjour Francis, vous recherchez un chef boulanger à Fèves. Oui, c'est un CDI. Vous travaillerez à la préparation des pains spéciaux et pâtisseries. Vous garantirez la réalisation des tâches et missions qui vous seront confiées par le responsable de magasin ou son adjoint. Vous serez le responsable des employés du laboratoire. On vous demande d'avoir 2 ans d'expérience ainsi que d'être titulaire d'un CAP ou un PEP boulangerie-pâtisserie. Le salaire, lui, est de 1 926 € par mois, plus prime, plus mutuelle. Autre poste, carrelage, vendeur de carrelage au tuyau. Oui, c'est un CDI toujours. Vous vous occuperez du rayon carrelage et plomberie. Vous travaillerez avec une clientèle de professionnels et de particuliers. Vous aurez pour tâche principale l'accueil et le conseil, la bonne tenue des rayons, l'approvisionnement, la mise en rayon, le suivi des stocks. Idéalement, vous êtes titulaire des CACES 1 et 3. Vous devez justifier d'une expérience similaire d'au moins 2 ans dans ce type d'activité ou bien vous avez une formation de vendeur en équipement du foyer. Donc, comme je le disais, 2 ans d'expérience ou un bac vente. Et le salaire, lui, de 9,53 € par heure et plus à négocier en fonction de l'expérience. Merci beaucoup Francis pour toutes ces précisions. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature sur le www.pôle-emploi.fr. Et Pôle emploi, justement, est l'un des organismes qui peut aider ceux qui souhaitent changer de voie professionnelle, réussir sa reconversion étape par étape. C'est le grand dossier du magazine Rebondir du mois de septembre. Pour en savoir plus, nous retrouvons tout de suite en duplex de nos studios parisiens Chloé Goudenoff, qui est chef de rubrique du magazine. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, changer de métier, on peut y être poussé suite à un licenciement, on peut aussi le décider. Dans tous les cas, ça passe par une certaine période de deuil, plus ou moins longue d'ailleurs, hein.
Oui, tout à fait. En fait, cette période de deuil va dépendre de la personne elle-même. Parfois, une personne peut passer à autre chose dès le licenciement acté, en fait, et va changer complètement de sujet sans problème. D'autres personnes auront besoin de passer par une sorte de sas, on va dire, c'est-à-dire une formation pour pouvoir s'immerger dans un autre secteur ou encore passer par une mission d'intérim, par exemple, ou encore en changeant directement de profession. Il va faire ce travail de deuil au cours des premiers temps d'exercice dans le nouveau poste, et d'autres personnes auront beaucoup plus de difficultés. C'est le cas par exemple de personnes qui auront passé 30 ans à travailler dans la même entreprise et dans le même secteur et qui là ne pourront jamais vraiment faire le deuil. Donc ça dépend vraiment des cas de figure. D'accord. Quelles sont les raisons principales qui poussent au changement ? Ça dépend là aussi. Donc, selon une enquête de Pôle emploi Paris en 2012, la principale cause de changement est une urgence en fait, ou une obligation d'ordre familial ou professionnel. Donc c'était le cas de 58% des personnes qui ont changé de profession. Ensuite seulement vient le cas des personnes qui veulent changer de métier par intérêt. Donc ça a été le cas de 12% de ces personnes-là. Ou encore le fait, par exemple, d'améliorer ses conditions d'emploi ou son salaire, par exemple. Mais il faut savoir que 60% des actifs, en fait, ont changé. Donc, c'est quelque chose qui est finalement assez courant. Oui, et qui deviendra a priori de plus en plus. Ce qui est important, avant d'aborder cette reconversion, c'est en fait de faire un bilan de compétences. Hein. C'est indispensable, en fait. Oui, tout à fait, parce que ça permet déjà de faire le point sur les compétences et les qualités de la personne, parce que quand on est depuis longtemps, soit dans une période de chômage, soit dans une profession, on est dans une sorte de routine, on ne se rend pas toujours compte des acquis qu'on a pu donc accumuler au fil du temps. Et le fait de faire un bilan de compétences permet justement de faire le point sur notre propre situation et donc de voir vers quels autres métiers on va pouvoir s'orienter. Et aussi ce qu'on ne veut plus faire du tout. Oui, parce qu'il est important aussi d'identifier tout ce qui nous déplaisait dans le métier exercé auparavant pour éviter de se tromper de nouveau. Par exemple, le fait d'être enfermé dans un bureau à longueur de journée, ça peut être quelque chose de pesant, donc ça ne sert à rien de se réorienter vers une voie similaire. Ou encore le fait au contraire d'être en extérieur tout le temps et d'avoir à subir les aléas climatiques. Donc voilà, ce sont des choses à peser et à identifier au moment de la réflexion. Rapidement également, il y a de nouvelles approches qu'on connaît bien quand même maintenant de reconversion via les réseaux sociaux, indispensable aussi. Oui, tout à fait, parce que ça permet en fait de rentrer en contact déjà avec les personnes avec qui on a pu travailler, comme les supérieurs hiérarchiques, les collègues ou encore les clients, qui vont appuyer notre CV et nos compétences et en parallèle se mettre en contact avec d'autres personnes qui, elles, vont pouvoir être soit des prospects, soit des personnes qui vont nous aider à rencontrer d'autres employeurs ou carrément des employeurs, de futurs employeurs éventuels. Très bien, merci beaucoup Chloé Goudenoff. Vous retrouvez bien sûr tout ce dossier sur la reconversion dans le magazine Rebondir de septembre, ainsi qu'un article qui vous éclairera pour mettre à jour votre CV en 5 étapes. Merci beaucoup. Merci. Voilà, notre séquence emploi du jour est terminée. Lorraine Matin continue bien sûr et tout de suite le Flash Info.